Anastasia, please start making the announcements. Anastasia, vous pouvez commencer à faire les annonces. Merci beaucoup, Rachel. Я директор некоммерческой организации «Партнерство равных», и мы являемся организаторами этой сессии. Je suis directrice de l'une organisation Встречи, посвященной вопросам психического здоровья и et je vais être la modératrice pour cette session. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale et le VIH. D'abord, je voudrais soulever quelques directrices. Donc, d'abord, nous avons la disponibilité de l'interprétariat simultané. Veuillez choisir le canal d'audio pour la langue de votre choix en sélectionnant interprète. И у нас есть несколько спикеров, и ряд спикеров будут говорить на русском, ряд спикеров будет говорить на английском, но я надеюсь, что у нас не будет с этим никаких проблем. Les sessions VIH Сказать о том, что HIV 2020 online offre записывается, и важно помнить о том, что если вы делитесь какой-либо конфиденциальной информацией, когда задаете вопросы, например, важно об этом помнить, да, чтобы говорить только то, чем вы готовы делиться в таком широком формате. Также трансляция идет на Zoom, в Инстаграме, в Твиттере и на YouTube. vous devez prendre en considération qu'il y aura la diffusion de cette session à Facebook. Donc, il y aura un grand nombre de participants qui vont pouvoir bénéficier de cette session. C'est pour ça qu'on vous demande si vous avez des données confidentielles susceptibles d'être partagées. Nous vous prions de seulement mettre votre prénom et non pas votre nom de famille, pays ou organisation. Pour moi, c'est tout un honneur d'inclure la présence d'un PhD, un médecin et des représentants des communautés vivantes avec le VIH. La modératrice de notre session, ça sera Svetlana, et je suis reconnaissante qu'elle ait accepté de participer en tant que modératrice de cette session. Donc, c'est à ce titre que je vous donne la parole, Svetlana. Bonjour Anastasia, merci pour cette présentation. Et donc maintenant, je voudrais mentionner que pour moi, au niveau personnel, je tiens encore à ce thème, la santé mentale et VIH, parce que moi, je suis une personne vivante avec le VIH depuis 22 ans. Et je me rappelle que dans la première organisation, je commençais avec l'organisation qui a commencé à donner des soutiens mentaux aux personnes vivant avec VIH. Car pour accepter le diagnostic, c'est extrêmement important. Donc, le traitement à l'époque, les antiviraux n'étaient pas admis comme traitement. Donc, moi, je m'en souviens avoir été prise d'une crainte terrible lorsque j'ai reçu les résultats de dépistage.
À l'époque, j'étais enceinte également et les gens ont commencé à parler de la santé mentale. Mais normalement, ce sujet n'est pas abordé de façon courante, mais il faut inclure cette solution pour les personnes vivant avec VIH, car nous ne l'avons pas. La tendance est de faire de progrès par rapport à ces sujets de la santé mentale. Donc, je félicite le fait qu'aujourd'hui, c'est le sujet que nous allons aborder, la santé mentale avec tous les intervenants et les différentes communautés. Donc, on va réfléchir comment est-ce qu'on peut intégrer ce sujet et apporter des soins de santé mentale aux personnes vivant avec VIH. Maintenant, je me fais un plaisir de donner la parole à Igor de la communauté scientifique. Il est médecin et puis il est aussi dans l'Alliance des santé mentale. Bonjour, maintenant, je donne la parole à Igor. Merci. Je me fais un plaisir de participer à cette manifestation au niveau mondial. Et tant que médecin, normalement, et je parle pour d'autres médecins, il s'agit d'une nouvelle expérience. Donc, moi, je voudrais d'abord poser la question, où est ma présentation? Qu'est-ce qui se passe avec ma présentation pour que moi, je puisse, avec plus d'essence, faire ma présentation? Which presentation is this? Quelle est laquelle c'est votre présentation? Car des aspects cliniques. И, собственно, я выступаю в начале, и я хотел бы осветить вопросы психического здоровья и ВИЧ-инфекции. Je suis le premier intervenant, donc je voudrais citer les aspects de la santé mentale ainsi que les diagnostics pour les personnes vivant avec VIH d'un point de vue clinique médicale. Donc aussi, je peux vous parler des sortes de soutien que nous avons à l'heure actuelle. La psychothérapie, par exemple, la médication et le groupe de soutien. Et bon, bien sûr, l'entraide scientifique. На данном слайде я бы хотел показать распространенность основных таких симптомов поражения центральной нервной системы среди пациентов. Voilà. À l'écran, nous avons la fréquence des désordres des personnes vivant avec VIH. La première colonne nous montre les patients avec VIH. Ça représente les aspects de la santé mentale. Nous devons aborder et nous pouvons parler des symptômes les plus courants des personnes vivant avec VIH. Ici, vous pourrez constater que les plus fréquents sont, nous pouvons voir les caractéristiques des symptômes qui sont beaucoup plus élevés par rapport aux chiffres des personnes vivant avec le VIH, si on le compare avec l'évolution générale. Voici les chiffres que les chercheurs nous ont procurés de différents pays. Il s'agit de la Norvège et d'autres. Bon, une grande inquiétude, comme Svetlana vient de le mentionner. Il est vrai que la santé mentale des personnes vivant avec VIH, bien entendu,
a besoin d'un contrôle spécifique. Nous en parlons à ces sujets. Et puis, moi, je dirige une recherche scientifique sur les femmes enceintes vivant avec VIH. Comme Letana l'a mentionné, nous avons des chiffres qui correspondent à des différents groupes. Et ici, nous avons inclus aussi les femmes enceintes. Et la recherche a eu lieu en Russie avec des interventions et nous avons pu avoir une compréhension plus claire du sujet. Et c'est ce qui se passe au niveau scientifique, mais on constate qu'il n'est pas il n'existe pas au niveau de la pratique. C'est pourquoi il faut faire des efforts en tant que médecin et expert dans la matière pour que ça soit repris au niveau pratique. Lorsque on aborde les sujets de santé mentale, on fait allusion notamment aux personnes vivant avec VIH. Et voilà les commentaires des experts. Il dit qu'il y a beaucoup d'autres désordres. Ce sont les troubles mentaux. Необходимо выставлять каждому диагнозы. Нет, здесь речь идет о том, что нарушение liées au VIH. Maintenant, nous parlons de les troubles mentaux liés et au VIH dans la plupart des cas. Si nous constatons la fréquence de ces troubles, nous allons constater que les chiffres changent. Des troubles organiques qui atteignent presque le 90%, mais pas tout le monde a besoin de la psychothérapie ou d'un thérapeute. Des fois, les personnes eux-mêmes peuvent gérer leurs propres symptômes. Il y a d'autres chiffres qui nous montrent que ceux qui sont emprisonnés atteignent presque le 5% chez les condamnés. Если говорить о психических расстройствах, то это очень сложный биопсихосоциальный феномен. И я бы хотел обратить внимание именно на вот это слово биопсихосоциальный. En général, si nous parlons de troubles mentaux, il s'agit d'un phénomène social assez complexe, ainsi que biosocial, car nous avons trois principes. Et chacun de ces composants peut y avoir leur propre influence pour la santé mentale de l'individu. Nous ne parlons pas particulièrement avec ceux qui vivent avec VIH, mais en général. Mais lorsqu'on fait allusion aux ceux qui vivent avec VIH, ces trois éléments, trois paramètres vont avoir des facteurs biologiques, donc des réactions biologiques, et les aspects sociaux, c'est l'environnement, la société vis-à-vis la santé mentale de l'individu. Donc, c'est pour ça que bio, psycho et social, ce sont les trois facteurs que nous intégrons comme appartenant à personnes vivant avec le VIH et des troubles mentaux. Pour les traitements, nous, étant que médecins et notamment psychiatres,
comme partie de traitement, nous devons parler comment est-ce qu'ils se sentent vis-à-vis la situation qu'ils vivent. Nous devons connaître comment la santé mentale va affecter le système immunologique, car des fois, nous nous sommes constatés que il peut y avoir une affectation de façon négative les systèmes immunitaires. Donc, voilà une grande influence dans les organismes et ça doit être pris en compte afin de pouvoir aider et soutenir la personne. Prochaine, s'il vous plaît. Вот здесь как раз-таки обозначен круг трех основных, ну, таких направлений. Ici, nous voyons le diagramme qui va intégrer trois facteurs ou trois directions. Si vous voulez, ce sont des aspects de développement, des psychosociales et mentales. Le premier fait allusion à des troubles et son influence dans les systèmes nerveux. Maintenant, nous parlons de certains cas, ce sont des cas classiques, des cas purs, où le virus va attaquer, ce sont les tissus. L'autre, ce sont ceux où psycho-extrogènes, et puis ces troubles sont liés avec le fait de connaître le diagnostic, c'est-à-dire que la personne a appris son diagnostic et ici, ils vont faire face à la réalité. Et ça, c'est l'acceptation, comme je le disais tout à l'heure, qui des fois est extrêmement difficile et il faut donner nos meilleurs efforts afin de les assister à assimiler tout ça. Il y a beaucoup de psychologues qui vont travailler dans ces centres VIH, malheureusement. С психологами и с организацией работы в спеццентрах, я понимаю, что далеко не во всех спеццентрах психологи... Moi, je suis toujours en contact avec les psychiatres et les psychologues du centre, mais si je comprends bien, pas tous les centres vont adapter convenablement ces fonctions. Et donc, il y a une espèce de crainte qui s'installe pour aller voir le spécialiste. Nous devons aussi traiter ces problèmes. Moi, je suis psychiatre et je comprends ces troubles. Il ne faut pas aborder ces troubles en allant directement au psychiatre. Il faut d'abord passer par les psychologues. Quelques désordres de comportement peuvent apparaître et peuvent rester dans les systèmes pendant toute la vie de l'individu. Et ça peut évoluer lorsqu'on apprend le diagnostic du VIH. Et il peut devenir plus sérieux. Итак, я хотел бы сейчас кратко пройтись по основным направлениям, таким по расстройствам конкретным, Maintenant, je voudrais succinctement vous donner les concepts des troubles qui sont liés au VIH. D'abord, nous avons la dépression. Ici, je signale qu'est-ce que ça se fait par rapport
à l'infection VIH. Donc, savoir avec le développement de la maladie, dans ce cas précis, on peut dire que ces troubles liés au VIH se compliquent. Et le fait que le diagnostic puis aller plus loin vers le sida, ça augmente la dépression. Maintenant, on peut me dire que je peux passer les diapos, mais je n'arrive pas. Prochaine. Тревожные расстройства. Это вторые по распространенности состояния, которые встречаются у 4 до 82%. Maintenant, je vais faire allusion à l'anxiété, car c'est le numéro 2 dans ces sortes de désordres de la santé pour des personnes vivant avec VIH. L'anxiété va de la main de la pression, et puis nous avons le trouble de panique, et un grand pourcentage de personnes vivant avec VIH souffrent de ce trouble de panique. Кратко остановлюсь на шизофрении и биполярном аффективном расстройстве. Значит, здесь вот как такового взаимного влияния до определенного момента, казалось, нету, однако последние исследования показали... Je voudrais m'arrêter ici dans les questions bipolaires, les troubles bipolaires. La dernière recherche que nous avons faite ici en Russie, nous avons constaté que c'est associé à la schizophrénie. Et puis, l'effet de prendre des traitements antirétroviraux, c'est-à-dire que la charge est assez élevée. Pour cette étape qui se développe vers la fin des personnes vivant avec la schizophrénie, admettons que la vitesse de développement est moindre, donc il y a une dynamique positive. Et il s'agit de quelque chose d'assez intéressant comme données pour le traitement des personnes avec les schizophrénies. Il n'y a pas un médicament qui puisse les aider à 100%. Vous savez ça. Для самопомощи. Maintenant, je vais vous montrer les applications que les patients peuvent utiliser pour leur s'assumer à eux-mêmes, c'est d'explorer eux-mêmes. Я хотел бы обратить внимание, меня просили организаторы, на то, как мы можем сами себе помочь. Я вот выделил группу... Les organisateurs m'ont demandé de vous parler sur cette auto-aide. Moi, je ne vais pas parler des soutiens donnés par des groupes, mais moi, je vais vous parler que de deux qui appliquent antipanique. Normalement, ce sont des apps que vous pouvez télécharger pour les personnes qui souffrent de cette attaque de panique pour qu'ils puissent connaître un peu plus sur ce trouble. Et que ce soit pour les paniques, pour l'anxiété. Et puis, on montre des techniques pour gérer cette condition. Et puis, avant de recevoir un traitement de la part de son thérapeute, désolé, mais je n'ai presque plus de temps, mais je vais vous montrer que oui, vous pouvez vous aider vous-même et c'est disponible pour toutes les personnes qui ont un téléphone intelligent disponible.
Merci pour nous avoir donné une introduction. Et si j'ai bien compris, vous allez nous quitter? Non, je vais rester quelques minutes de plus en cas qu'il y ait des questions à répondre. Maintenant, permettez-moi de vous présenter les prochains intervenants. Marianne Saïd, elle appartient à ATG. Elle va nous parler d'un projet qui vient d'être développé pour les personnes qui ont de troubles de la santé et leur bien-être. Donc, un projet VIH. Et puis, Marianne, elle va nous en parler de ce projet. I think I'm there. Good afternoon, everyone. Bonjour. I will present to you today results from a systematic mapping review, which is, please, next slide. Yes, there. Which is from a Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de santé mentale, bien-être et VIH. Il veut explorer l'existence des connaissances et comment ça joue un rôle dans la santé mentale, le bien-être et le VIH et comment ça se traduit dans les recommandations pratiques autant pour la communauté des organisations et donc les professionnels de soins de la santé dans le contexte européen. L'accès aux préventions, les dépistages, les traitements et les soins aux troubles mentaux. Il y a un réseau qui va regrouper des différentes intéressés dans le domaine de santé mentale et VIH. Elle a été formée et puis il y a une plateforme créée pour qu'ils puissent interagir notamment entre les professionnels de la santé et les communautés au niveau européen et les personnes vivant avec VIH afin qu'ils soient autonomisés, qu'ils prennent les décisions sur leurs troubles de santé et VIH. Aussi pour l'industrie, la recherche et car ils voient comment donc voilà l'objectif du projet. Et prochaine, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de notre révision de pair. Voilà, c'était pour estimer la prévalence des troubles de santé mentale des personnes vivant avec VIH et les différentes sous-groupes vivant avec VIH. Explorer la relevance de la santé mentale, de l'effectivité de la prévention, des résultats de traitement, entre autres. Ensuite, nous avons trouvé 35 études dans le contexte européen. Il y avait d'autres, notamment des États-Unis, l'Afrique, l'Asie. Comme vous voyez à l'écran, nous avons déterminé un critère d'inclusion. La plupart de l'Europe de l'Est, il y a eu aussi du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas, du Danemark, de l'Espagne, l'Italie, Kazakhstan, Roumanie, la Suisse, le Portugal, la Suède, et puis une étude multi-pays. L'information a été publiée entre l'année 2009 et 2020. La population d'études, 32 études ont eu une approche sur les adultes et 3 sur les adolescents. Et nous avons vu que
Les études comprenaient un plus grand nombre d'hommes que de femmes. Il y avait une seule étude qui avait plus de femmes que d'hommes et c'était en on utilise des méthodes quantitatives dans toutes les études. Plus de 50% des études incluent des sondages entre les différentes sections. Les études portaient essentiellement au regard des différentes problématiques. Pas tous considéraient la même problématique. Là, ici, on voyait les caractéristiques, les autres les influences, les autres l'adhérence au traitement et l'interruption au traitement. Il y a eu 100 études qui ont tenu en compte d'autres facteurs, comment ils sont reliés entre eux, la prévalence, les risques de schizophrénie pour les personnes vivant avec VIH, avec des troubles sérieux de santé mentale. Une étude de la France a examiné l'automutilation, le sommeil et les troubles neurocognitifs chez les personnes vivant avec le VIH. Nous voyons que les personnes vivant avec VIH ont beaucoup plus de troubles de santé que d'autres populations qui ne vivent pas avec le VIH. L'ensemble des recherches indique les niveaux élevés de morbidité psychiatrique chez les adultes et les adolescents est présente. Beaucoup d'études ont vu l'augmentation de dépression, des cas de dépression. Ça ne s'applique pas qu'en Europe, mais aussi dans d'autres continents également. Il y a eu des études qui se sont plongées sur la dépression. Le Kazakhstan a vu de la dépression et le système immunitaire. On a fait la recherche sur les symptômes de dépression et l'initiation des traitements VIH et l'adhérence des personnes vivant avec VIH à Kazakhstan. La relation entre les symptômes dépressifs et le CD4 bas, c'était évident, comme vous voyez à l'écran. La dépression et la qualité du sommeil. Ça a été conduit en France. On a vu 47% des participants affectés à cause de troubles de sommeil et aussi la dépression, sexe. La dépression et la mortalité, et il n'y avait pas des études européennes trouvées, mais il y avait eu des études d'autres continents qui se sont plongées sur la dépression et l'anxiété. Les autres troubles qu'on a identifiés, c'était l'anxiété. Les personnes vivant avec VIH ont un niveau d'anxiété beaucoup plus élevé et ça se trouve chez les adultes ainsi que chez les adolescents. Il y a eu deux études, une d'Ukraine, l'autre de Russie, un qui regardait les facteurs sociaux et l'association avec l'anxiété. Et les jeunes à Odessa. Il y avait des symptômes d'anxiété et ces symptômes étaient liés à une estime de soi
très bas. There was no difference between the mode of Pas de infection. différence entre There was l'infection high qui conduit à la mort et occurrence of anxiety in both groups. And then another l'anxiété dans les deux groupes. Un autre étude en Ukraine qui living with HIV with injecting drug used in Ukraine found that et had a high qui a fait une étude sur la population injectée de la drogue. Les symptômes d'anxiété très élevés where 51.3% of 492 people living with HIV. de 492 personnes vivant avec VIH, il y avait un pourcentage qui souffrait de l'anxiété et ce pourcentage peut se comparer. Les 23 est comparable à des patients psychiatriques. Beaucoup. Ça montre que le niveau était, comment on vous l'a dit, les degrés étaient assez élevés lorsque on voit la prévalence de l'anxiété. Et puis un autre trouble qu'on a identifié, c'était le stress post-traumatique. Il s'agit d'une étude française du SSPT. Le suivi a été fait dans un hôpital français et ils avaient des symptômes de SSPT dans les mois précédents le sommeil. Les patients séropositifs étaient plus susceptibles d'avoir eu des épisodes dépressifs majeurs, 24%, et d'avoir eu des antécédents de tentatives de suicide en 29,7% dans une période de 1 an. Ici, nous avons une étude britannique visant à déterminer la prévalence et les prédicteurs de la automutilation chez le... Mais ça n'avait pas à voir si c'était VIH positif ou pas. Donc voilà pour les troubles de la santé que nous avons identifiés jusqu'à présent. La qualité de vie et la santé mentale, il y a eu des études, comme je dis au départ, qui ont examiné la qualité de vie et les variables de santé mentale associées à la qualité de vie des personnes. Asaki Bajeva et celui Anderson Ipro. Une étude de la Suède une personne interrogée sur 4 a connu un désespoir modéré ou grave dans une image négative de soi et le désespoir étaient des facteurs prédictifs d'une qualité de vie inférieure. Une autre étude qui comparait la qualité de vie dans une étude française, la qualité de vie en ce qui et puis une étude de l'Espagne montre
que les résultats étaient supérieurs chez les hommes que chez les femmes. La qualité de vie mentale ou la qualité de santé mentale des personnes vivant avec VIH. Et puis, la corrélation des autres résultats et la qualité de vie en Angleterre était observée avec les ethnicités qui étaient à un risque plus élevé d'avoir des troubles de santé mentale comparé contre les Asiatiques, noirs et des minorités ethniques. L'étude a aussi examiné la démographie, mais il y a eu une étude faite à Danemark qui a identifié que les symptômes de dépression étaient beaucoup plus prononcés chez les femmes et des individus qui s'étaient identifiés à eux-mêmes en faisant partie des ethnies autres que les Caucasiens. Un autre fait à Pétersbourg était fait sur les usagers de drogues injectées. Et les MSM, usagers de drogues injectées, qui avaient des dépressions beaucoup plus importantes que les usagers de drogues qui ne s'injectaient pas et qui étaient hétérosexuels. Ici, nous voyons qu'il y a la maladie, les troubles mentaux et le risque d'acquisition de VIH. Il y avait une étude qui a vu les résultats après avoir appris les diagnostics de la schizophrénie des personnes en schizophrénie. C'est une personne qui doit être prise en compte lorsque on parle d'améliorer la santé mentale. Il n'y avait pas beaucoup de rapports dans la prévention en Europe, mais il y avait plusieurs études faites aux États-Unis. La santé mentale contribue à une augmentation de l'acquisition de VIH. Ici, on voit la prévalence des États-Unis. VIH sont plus tendance avec des troubles mentaux. Sorry, Marianne, you have 1 minute only. Il vous reste 1 minute seulement, Marianne. Je vais brièvement parler des écarts. Nous avons identifié qu'il y avait des problèmes liés aux activités de la vie quotidienne et les suicides. Nous avons trouvé aucune étude portant sur les disparités des statuts socio-économiques. Il n'y avait plus d'études sur des détenus infectés par le VIH et sur les résultats en matière de santé mentale. Nous n'avons trouvé aucune étude pour l'intersection des stigmates de minorités sexuelles, travail du sexe, consommation de substances psychotropiques et des résultats en matière de santé mentale. Nous n'avons trouvé aucune étude qui examine directement la corrélation entre le bien-être mental et les traitements à long terme. Merci, Marianne. C'était une description très détaillée de tous les aspects cliniques et de la recherche
qui a eu lieu à l'heure actuelle. Il est très important de promouvoir le diagnostic et aussi de trouver, identifier les ressources qui peuvent nous aider à surmonter les troubles mentaux. Et nous avons besoin de chiffres pour le faire, ainsi que d'évidence. Merci pour vos grandes présentations. Il me semble qu'il sera très utile pour les personnes qui veulent redresser et soulever les problèmes de santé mentale. Maintenant, je vais donner la parole à Anastasia. Elle est directrice d'une organisation en Russie. Anastasia va nous parler des aspects très importants sur la grande influence que le COVID a pour les personnes vivant avec VIH et leur santé mentale. Anastasia, vous avez la parole. Merci. Nous allons voir comment puis-je voir ma présentation. Anastasia, je vous prie. Bonjour Anastasia, je suis Miluka. C'est Rachel qui va passer votre présentation. Bonjour, je suis Anastasia Petrova de la Russie, directrice de l'organisation russe Peer Partners ONG, militante et activiste également. Comme ça a été cité, je voudrais parler de le lien existant entre la COVID-19 et le VIH. Ça, c'est très important car demain, c'est la journée de la santé mentale qui est organisée le 10 octobre. Donc, nous allons le fêter à l'avance. Le thème de cette année, c'est la santé mentale pour tous. Ça a montré que la santé mentale par rapport à toutes ces problématiques existe tout autour du monde et que les soins qui doivent être considérés pour la santé mentale est très important parce que notamment, nous le constatons cette année avec la présence de la pandémie de la COVID-19. Nous allons parler de comment protéger la santé mentale pendant la pandémie de la COVID-19 et c'est un thème qui me tient à cœur de mon intérêt personnel. Moi, je veux vous parler un peu sur notre organisation. Nous donnons de support aux communautés. Nous sommes une plateforme qui va procurer des différentes ressources pour le développement des communautés, pour la croissance. Et nous encourageons une approche de la santé mentale par les pairs. Nous voyons les différentes possibilités que les communautés peuvent y avoir. Et cette conférence est le résultat de tous les efforts que les communautés ont et qu'ils peuvent échanger de leurs opinions avec la société en général. Maintenant, je voudrais souligner le fait que les personnes vivant avec VIH travaillent ensemble et elles ont l'habitude de s'entraider pour les questions de prévention, pour les traitements, pour l'accès aux traitements. Et maintenant,
faisant partie de ma présentation, je voudrais continuer à créer ces services de santé mentale pour toute la communauté, avec ce même approche des pairs que nous connaissons déjà, pour qu'on puisse l'inclure dans le domaine de VIH. Suivons, s'il vous plaît. Конечно, да, всем очевидно, что 2020 год – это год вызовов, это год вызовов. Il est évident pour nous tous que l'année 2020 a été une année à multiples défis. Les défis pour la santé et les prestataires de services de santé, pour la communauté légale en général. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chercheurs qui ont montré la connexion entre la COVID-19 et la santé mentale de tout le monde. Donc voilà, ça nous mène aux différents facteurs, avec le fait que la coronavirus représente une nouvelle menace, une menace à nos vies. Et cette situation elle-même a créé beaucoup de stress ainsi que des niveaux de dépression. Bien entendu que la situation générale nous montre qu'il est possible que la santé mentale des personnes puisse s'appauvrir, se voir affectée davantage. Nous avons des chiffres que les personnes vivant avec VIH sont beaucoup plus vulnérables à cette troubles mentaux par l'effet de ne pas avoir accès aux services de VIH, ou ceux qui sont par rapport à la santé mentale souffrent énormément. Dans l'actualité, nous savons que quelques chercheurs, moi j'en ai trouvé 2, et puis je veux essayer d'évoquer leur travail. Merci. Merci. La première recherche a eu lieu aux États-Unis et ça couvre des différents facteurs, non seulement de santé mentale, mais aussi les statuts économiques, la possibilité économique, le somme ayant de rapports sexuels avec les hommes, et puis les pourcentages des participants qui ont répondu à ce sondage montrent les résultats si élevés comme vous les constatez à l'écran. Sur 887, 35% des participants ont été dépistés positifs à la dépression. Dans la population générale, c'est de 20%. Donc, vous voyez que les taux ici, pour les personnes vivant avec VIH, est supérieur. Une autre étude qui a été effectuée et qui a été développée sur l'impact en la santé mentale et la qualité de vie entre les jeunes pendant la COVID-19, plus de 70% ont dit qu'ils se trouvaient anxieux à cause de la COVID. Merci.
quelles étaient les raisons qui ont poussé à cette anxiété? Bon, s'inquiéter de sa propre santé, s'inquiéter sur les membres de sa famille la plus proche, et toute la problématique relative à l'infection VIH. Des participants, des répondants de cet sondage ont dit que l'anxiété venait de le manque d'accès, l'inquiétude d'avoir accès au traitement. Еще молодые люди с ВИЧ говорили о тревоге по поводу изоляции и тревоге, связанной с стигмой по поводу ВИЧ-статуса, с тревогой, связанной по Nous поводу voulons гендерного и сексуального. citer les niveaux d'anxiété concernant la COVID-19 parmi les jeunes des populations clés et les gens vivant avec le VIH. Beaucoup de personnes ont fait face à des conditions terribles dans leur quotidien. Les conditions de vie ne leur permettaient pas de participer ou d'avoir un bien-être. En ce qui concerne l'accès des services, ça a été assez difficile. Ici, nous parlions de services de santé mentale, donc nous pouvons constater que 34% on avait eu cette difficulté d'avoir accès aux médicaments, notamment aux médicaments psychiatriques. Dans la deuxième partie, vous voyez que 40% de ces participants n'ont pas eu accès à ce soutien psychologique. 40% ont dit qu'ils n'avaient pas demandé. Les résultats nous montrent que 50% des jeunes personnes vivant avec VIH ont mentionné que lors de cette épidémie, 50% a dit qu'ils avaient besoin d'avoir un soutien pour l'anxiété, la dépression et d'autres conditions. 23% ont dit qu'ils avaient besoin de ce support des pairs liés. C'est relationné avec des personnes vivant avec VIH. Voilà, les réponses nous montrent comment les communautés peuvent répondre à ces besoins. Ce que nous pouvons faire pour améliorer la qualité de vie ainsi que les problématiques liées aux troubles de la santé des personnes vivant avec VIH en ayant les soutiens de leur communauté. Nous avons développé un modèle. Ce modèle va inclure 5 pas afin d'avoir les soutiens par les pairs en cas d'anxiété et de dépression pour les personnes vivant avec VIH. Ça s'appelle le modèle LISHE, L-I-S-H-E. Donc, on va les accorder des espaces où ils peuvent être entendus. Donc, ça serait les premiers pas de porter assistance d'écoute. À l'année 2017, le sujet, c'était la dépression. Et la campagne était « Il faut parler » pour s'éloigner de cet isolement. C'est que les personnes peuvent partager leurs inquiétudes. C'est très important pour le soutien
par des pairs. Et puis, il faut inclure cette sorte d'aide, car le père peut vous aider à vous s'ouvrir, à exprimer vos inquiétudes dépressives, vos inquiétudes sur la dépression. Le pas numéro 2, informer. Bien entendu qu'il y a plusieurs façons de s'y prendre par rapport aux symptômes de la dépression et de l'anxiété. On peut faire un discours. Moi, je ne veux pas citer toutes les pas ni tous les symptômes. Néanmoins, il faut se rappeler que si une personne a des problèmes, ou souffre de troubles de sommeil ou a des problèmes d'estime de soi, ça, ce sont des symptômes liés à la dépression. Donc, il est important que cette personne puisse exprimer ses sentiments. Помогает нам определить, где тревога, а где COVID-19, да, найти этот вот Voilà раздел. l'infographie qui va nous montrer les différences entre l'anxiété et la COVID-19. Il est important de s'informer là-dessus parce que l'inquiétude la plus importante entre cette maladie de la COVID, c'était l'anxiété. Donc, il est important de reconnaître les symptômes liés à l'anxiété. Comme conseiller père, nous devons comprendre et identifier les symptômes afin qu'on puisse s'en occuper. Quel est le prochain pas? Faire un scanning, un dépistage, c'est-à-dire il faut aller chez le médecin parce qu'il n'y a que le médecin qui va nous donner un diagnostic, mais avant d'aller chez le médecin, nous pouvons déjà identifier au préalable les symptômes par nous-mêmes. Il y a bien sûr des sondages qui peuvent vous permettre d'identifier la dépression ou l'anxiété. Et ils sont disponibles en ligne assez gratuitement. Donc, on peut faire un autodiagnostic avant d'aller chez le médecin. Да, и что же мы можем делать еще? Конечно же, помогать. И здесь важно сказать, что, например, депрессия требует подключения медицинской помощи. Aider, donner du soutien, fournir une aide professionnelle et un soutien par les pairs. Moi, je ne dis pas qu'on ne va pas remplacer les soutiens par des pairs avec le support des professionnels de médecine. Mais si on voit que la personne va tomber dans une dépression, nous avons la responsabilité de demander à cette personne d'aller voir le médecin. Pour qu'il puisse aussi le conseiller d'une thérapie de comportement. Например, Всемирная организация здравоохранения рекомендует такой подход, как интерперсональная терапия, как терапия первой линии. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'utiliser l'approche de la thérapie interpersonnelle TPI. Il est très facile de trouver des informations dans des différentes langues. On peut travailler en groupe avec un conseiller ou un père. Et il ne nécessite pas d'être
un professionnel pour conduire cette séance en groupe. Bien entendu que le dernier pas est l'invitation d'être autonomisé en tant que communauté. Ici, nous parlons des groupes de support conduits par les pairs. Lorsque la personne est sous la dépression, en train de sortir de la dépression, il faut y avoir un groupe d'entraide qui puisse nous aider avec les questions de santé mentale. Donc, l'autonomisation, c'est l'étape numéro 4. Et je vous inviterai à créer des groupes d'entraide pour soutenir les personnes en dépression, parce que c'est pas évident, notamment ceux vivant avec VIH. Déjà, c'est pas facile de parler soi-même de cette problématique mentale, de ces troubles mentaux. Donc, notre organisation vient de publier cette manuel pour les personnes vivant avec la dépression ou des troubles bipolaires. Elle est disponible en russe, elle est gratuite et ça vous aide à créer vos groupes d'entraide. Merci de votre attention. Et j'espère que je vous ai inspiré pour développer ces services d'aide pour les troubles mentaux au sein des communautés. Merci de ta grande perspective. Et les outils sont importants. Il est aussi important de savoir quand et comment on va aller chercher de l'aide. Il est important que vous ayez mentionné l'aide par pair parce que il faut comprendre que le groupe de personnes vivant avec VIH n'est pas homogène. Il y a des personnes avec des différents degrés de vulnérabilité. Maintenant, je vais donner la parole au docteur Tamas qui va partager l'expérience d'un groupe de réduction de risque. Thank you so much. Merci. Monsieur Tamas, vous avez la parole. C'est un honneur et privilège d'être ici parmi vous et pour la communauté et aussi pour les services qui sont ou devraient être disponibles là. Pour ceux qui me connaissent déjà, je viens de Budapest, Hongrie, mais j'habite en Allemagne depuis de nombreuses années. Et puis, j'ai un PhD dans la psychologie pédagogique, où je suis, je vis avec le VIH, je suis un homme gay et j'utilise de la drogue. Je suis dans les différentes intersections qui ont été évoquées dans l'approche tout à l'heure. Donc, moi, je comprends les vulnérabilités. J'admets que ma vie a été une vie de privilèges. Mais je pense que je peux contrôler les diapos ou pas? Voilà, pas beaucoup de conflits d'intérêts. Mais, normalement, tous les financements faits pour ma recherche étaient octroyés à l'organisation pour laquelle je travaille dans mon pays natal. Donc, très brièvement, je vais vous parler sur la prévalence des troubles de santé
mentale des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et la communauté gay, mais bien entendu, les personnes ayant des rapports sexuels avec des hommes ne sont pas que des gays. Et donc, toutes les intervenants jusqu'à présent ont parlé de la dépression. Et puis, dans ce contexte, je vais souligner la honte. Et comment est-ce qu'on parle de la honte? Dans le psychiatrique à Berlin. Aussi, l'importance d'une approche holistique lorsque on donne de soi à cette population d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Bien sûr, on va parler de dépistage et puis les interventions. Bien entendu, les changements systématiques qui peuvent contribuer, garantir que les services soient accessibles aux personnes au moment opportun. Ici, je cite le professeur Grimmien parce que il a eu une présentation à la conférence CROI sur le rétrovirus. À 2018, une présentation très importante, mais ce qui était important surtout, c'était que c'était la première fois que quelqu'un parlait sur la interconnexion des troubles de la santé mentale étant que un corrélateur, une conséquence de la société de VIH. Donc, normalement, c'est inclus dans de la communauté. Nous savons qu'il existe une connexion. Cette perspective holistique qui va démythifier les points de vue n'était pas là. Ce n'était qu'il y a 2 ans que professeur Rémien qui a combiné il y a 2 ans ces différentes perspectives pour une approche holistique. Mais semble-t-il que ceci a été recueilli par plusieurs intervenants qui m'ont précédé. Ce que nous avons entendu de la part de Marianne, c'était fort intéressant et important. Et je remercie d'être dans un groupe européen qui assume ce projet, que d'ailleurs a commencé il y a quelques années lorsque on commençait à aborder de cette trouble dans la communauté LGBT. Ici, on voit que la prévalence est supérieure dans les populations vivant avec VIH. Et je ne veux pas rentrer dans trop de détails de cette diapo que vous voyez à l'écran parce que ça montre que la science qui est derrière. Comme Anastasia vient de le dire, il est important de constater que nous ne pouvons pas séparer la cause et les effets. Il y a ceux qui disent que les personnes en dépression ont tendance de tomber dans des situations où ils peuvent être infectés de VIH. Il y a ceux qui disent que ceux vivant avec VIH ont une tendance à la dépression parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps. Bien sûr, il y a aussi les modalités et puis les conséquences
de certains médicaments, notamment Lo des siento, no te he causes. oído bien. ¿Puedes repetirme lo que has dicho? Étant donné que les systèmes de santé sont très occupés, notamment avec la pandémie, comme ça a été cité. Auparavant, ce sont des pays tels que l'Allemagne. Les systèmes de santé sont en train de souffrir à cause de la pression qu'ils souffrent. Mais ils ne sont pas en train d'aller à la cause qui provoque cette pression. La communauté des personnes vivant avec VIH et les communautés des personnes affectées par le VIH et par les substances, ils assument une partie de ces services et essayent d'aider dans la mesure des possibles, notamment dans des endroits où le système de santé ne peut pas procurer ce genre de services de santé. L'Académie les apprendre d'être des patients, des maladies qu'ils vont guérir. Et nous pouvons voir dans leur travail quotidien l'autonomisation que la connaissance et une activité intéressante peut vous donner. Et puis, si vous conduisez cette énergie dans les services de procuration des services ou des services de soutien mental dans les communautés, ça aura aussi comme conséquence l'autonomisation et c'est pour ça que nous demandons toujours de la participation de la communauté dans ces domaines. Encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré d'autres présentations. Mais je voudrais faire une référence tout à fait particulière ici, car ils ont décrit une structure et aussi une approche et une nouvelle perspective. J'ai pris cette diapo de la présentation de Dr. Rémien que j'évoquais tout à l'heure, pour que vous puissiez voir les différents facteurs qui peuvent contribuer aux troubles mentaux, mais aussi au risque d'être infecté de VIH ou la dépression à cause de vivre avec VIH, les statuts économiques, les conditions économiques. Est montré ici avec un acronyme. Et puis, nous voyons ici la densité. Quelle est la densité de votre communauté? Quel est le niveau de support que vous recevez? Et si vous faites l'intersection des stigmatisations comme un facteur, et comme ça a été évoqué, ou les catastrophes naturelles, les catastrophes, les guerres, les conflits, les climats, la migration. On va avoir la proportion entre s'infecter de VIH et vivre avec VIH. Donc maintenant, il est possible de séparer tous ces facteurs
Et c'est devenu évident de comment ça c'est relative à ces troubles. Ça nous permet de voir que les interventions ne tombent pas sur le niveau de biologie. Ce n'est pas suffisant de voir le traitement qu'on va donner à une personne, mais il faut comprendre tout ce l'environnement, tout ce qui touche à sa vie, tout ce qui affecte à sa vie et qui va créer une influence à des différents facteurs que vous voyez à l'écran, que cette personne, la condition de vie de cette personne, le statut de vie va leur donner un statut VIH et aussi un état d'esprit. Me semble-t-il que c'est évident, si moi je ne reprends que ce que Dr Rémien a dit, que le corps et l'esprit, il n'est qu'un. Vous ne pouvez pas séparer votre esprit de votre corps et votre corps a besoin de votre esprit parce que ce n'est pas comme ça. Vous êtes dans un corps physique et vous devez vous en occuper, mais simultanément, vous devez prendre soin de votre esprit et ce qui existe dans son esprit de cet individu. Et qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce que chose on peut faire d'autre dans cette communauté où vous vivez? C'est pour ça qu'on demande d'avoir une approche holistique avec tellement d'insistance. Ici, c'est un modèle à preuve, mais bon, ça nous décrit, il est décrit dans les littératures à plusieurs reprises. Et on constate que le stress model des minorités est un outil très subtil. C'est l'acceptation des autres, d'être différent de ce qui est considéré comme le standard, le norme là. Et lorsque je parle de l'acceptation, il ne s'agit pas de s'accepter de façon externe, ou comment les autres vous acceptent, mais comment est-ce que vous vous acceptez vous-même? Et c'est là où c'est très important parce que pendant des années, des conversations, des personnes usagées des drogues, vivant avec VIH, on revient toujours à ce sujet parce que normalement, il y a beaucoup d'honte lorsqu'on entame ces conversations. Honte n'est pas dans la psychologie, c'est quelque chose qui reste là pour toujours et qui est important, mais lorsqu'il s'agit de VIH ou de l'usage des drogues, c'est quelque chose qu'il faut évoquer puisque il peut y avoir des problématiques qui devraient s'aborder, que normalement nous mènent pas au niveau de parler de tous ces sentiments de honte ou de culpabilité qui ont mené à l'usage des drogues ou se sentir honteux parce qu'on est un professionnel du sexe. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont y contribuer, mais si vous approchez la problématique de cette perspective en disant, voilà, il y a tellement de honte derrière, ça va vous aider pour pouvoir aider les autres à faire évident les problématiques. Et ça vous va mettre plus près de la solution que vous pouvez donner à votre problème.
Si vous connaissez beaucoup de ces domaines de par votre travail, votre profession, le travail communauté, vous savez que ce n'est pas de la magie et ce n'est pas de la sorcellerie. Les conseillers, les personnes travaillant avec les communautés ont acquis. Donc, ça peut s'apprendre également. C'est pas un don qui vous tombe du ciel. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre parce qu'il y a déjà la connaissance qui a été recueillie sur le terrain. Donc, moi je peux apprendre, s'il peut apprendre, pourquoi pas apprendre au niveau communautaire, bien entendu, que ça pose quelques problèmes pour le prestataire de services de santé parce qu'il faut faire des dépistages dans des scénarios qui ne sont pas des médicaux. Il faut entamer aussi des thèmes qui sont sensibles pour la personne. Et ce sont des thèmes avec lesquels on n'est pas très à l'aise pour évoquer. Et puis, il y a cette autre problématique qui est liée à la stigmatisation, la honte et la culpabilité que j'ai déjà évoquée. Bon, bien sûr, ça peut être maintenant abordé au niveau communautaire. Et voilà ce qu'on avait expliqué. On peut faire des dépistages des troubles mentaux. Et puis voilà ce qu'on a constaté à Berlin en ce qui concerne la réduction des risques. Oui, nous avons des points fondateurs. Oui, vous avez besoin de soutien financier, mais aussi moral. Il faut se concentrer et il faut expliquer et explorer le bénéfice que la thérapie peut y avoir. Nous devons construire des relations à long terme pour faire un progrès. Il faut construire les relations avec les clients, créer la communauté autour où les personnes ne vont pas se sentir honte. Et puis voilà, nous arrivons encore une fois à cette approche holistique. À Budapest, qui est ma ville natale, ça n'existait pas. Donc, il n'était pas si facile de dire, voilà, suivez ces lignes, puis c'est bon. Vous ne pouvez pas abandonner. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas abandonner. Et mon dernier diapo montre les organisations, 4 organisations qui activement mènent à bien ces actions à Berlin. Je vous invite à les contacter pour que vous puissiez vous informer sur les méthodologies qu'ils implémentent et quels sont les résultats qu'ils peuvent obtenir. Les organisations seules seront très heureux de partager toutes ces informations avec vous et vous conseiller sur ce que vous pouvez faire malgré un budget limité, des ressources limitées, parce qu'elles sont commencées petites à l'époque. Et puis, moi, je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions par la suite. Merci, Dr. Tamas. La présentation que vous venez de faire nous montre l'importance de l'environnement, de l'entourage que nous avons, et aussi sur les facteurs collatéraux autour des personnes vivant avec VIH.
Donc, merci beaucoup pour attirer notre attention à ces points, à ces sujets, à cette thématique de la prévalence des personnes vivant avec VIH. Maintenant, nous allons aborder un autre groupe, notamment pour les femmes vivant avec VIH. Ce sujet va être présenté par Natalia Sidorenko, qui représente les réseaux des femmes vivant avec le sida en Euroasie. La recherche que j'avais effectuée, les chiffres qui ont été partagés ont une différence de quelques années, mais ça a montré que la situation auxquelles les femmes et les filles font face sont différentes à celles d'autres personnes vivant avec VIH. La honte qu'il peut y avoir, la différence est entre les 60% de la négation est un autre facteur. Donc maintenant, je vais donner la parole à Natalia. Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, nous avons abordé les thèmes de la santé mentale et les infections VIH. Lorsque je préparais ma présentation, j'ai commencé à découvrir ça tout d'un coup, parce que je n'avais pas réfléchi à ces sujets. Un psychiatrique peut faire des consultations sur la prévention VIH, et ça c'est bien. Les premières présentations nous parlaient de la relation entre les pratiques à haut risque de VIH et les troubles de la santé mentale, et puis les comportements sexuels à risque, les stress post-traumatiques et comme la violence, qui sont des facteurs qui sont interliés. Voilà. Lorsque je préparais pour cette session, ce n'était pas facile. Parce que depuis des années, je souffre de troubles bipolaires et maintenant, je me trouve dans l'état dépressif. Donc, quand je fais ces sondages, il y avait 186 personnes, des femmes, 187 personnes. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet très important. Beaucoup de personnes femmes qui ont participé à cette recherche, c'était des femmes russes. 62% ont dit qu'ils souffraient de l'insomnie, de troubles du sommeil, que 68% disent que leur état d'esprit s'est vu modifié, et puis je suis surprise que ça n'a pas atteint le 100%. Bon, nous avons demandé à ces personnes si elles pouvaient avoir accès à un psychologue ou un psychiatre dans leur clinique au centre de santé. Et il y a eu un pourcentage qui disent oui, que les experts sont disponibles pour eux. Et 52% ont cité que seulement psychologues et 14% nous ont dit qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir accès à ces deux spécialistes.
Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Но на Il вопрос... faut mentionner qu'il n'avait pas accès à ces services. Большая часть опрошенных ответили, что для консультирования после тестового в случае выявления Nous avons aussi demandé pourquoi est-ce que les psychiatres, les psychologues étaient disponibles dans le centre de services et c'était parce qu'il fallait conseiller les personnes après avoir appris leur diagnostic. Admettons qu'il y a une personne qui veut parler de son état d'esprit personnel, état d'âme. Une fois qu'ils sont confrontés à ces diagnostics, des femmes qui ont dit que ça avait eu un soutien psychologique ou psychiatrique, seuls 14,3% ont demandé de l'aide au cours de l'année écoulée, et tandis que 85,7% n'ont pas demandé. Raison pour lesquelles on cherche de l'aide, 33% à cause de la dépression, 33% d'acceptation du diagnostic de l'assurance, décès en raison de diagnostic et 33% d'acceptation du TAR. La plupart ont dit aussi c'est qu'ils n'avaient pas besoin de demander des soutiens de la part d'un médecin ou d'un psychiatre. Une autre réponse qu'ils ont dit, c'est qu'ils avaient fait face aux difficultés pour aller les voir en consultation à cause de l'horaire de travail ou l'endroit où cet spécialiste se trouve. Beaucoup de femmes avaient peur que leur diagnostic était révélé, c'est pour ça qu'elles ne demandaient pas de l'aide. La quantité de personnes qui ont souffert des troubles, l'année dernière, elles ont leur demandé de partager quelle était la façon qu'elles avaient fait face à cette situation. 50 femmes sur 129 nous ont dit qu'elles continuent à souffrir, qu'elles vivent cette situation toutes seules, sans appui quelconque, et que c'était difficile pour eux. 57% ont demandé du soutien de la part de leur famille et ils ont pris des antidépressifs et des substances psychoactives et de l'alcool, des boissons alcooliques. Elles ont demandé aussi de soutien d'un psychiatre. 20 ces personnes ont fait appel à des groupes d'entraide. Nous avons vu qu'il y avait des groupes qui conseillaient les femmes vivant avec VIH. Quelques femmes ont cité qu'elles avaient pris des antidépressifs ou d'autres médicaments qui n'avaient pas été prescrits par un médecin. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas aller directement chez le médecin. Comme j'ai déjà évoqué, les résultats nous ont fort impressionnés. Et bien entendu, le sujet est si important. Nous devons prêter beaucoup d'attention à cela, étant donné que la plupart des femmes qui ont répondu à cet sondage, c'était le rôle des psychologistes, c'est de les aider à accepter leur diagnostic ou
obtenir un autre soutien au niveau de la santé mentale, malgré le fait que les niveaux de troubles de sommeil et d'autres désordres, d'autres troubles sont très élevés. Les femmes ne vont pas chercher de l'aide avec ces professionnels. Ils préfèrent un soutien de la part de leur famille ou vivre avec ça toute seule. J'espère que maintenant la situation puisse changer et qu'on soit capable d'intégrer beaucoup plus de services au sein de la communauté. Merci beaucoup pour nous aider avec le temps et pour ta présentation à partir de la perspective de la communauté qui nous montre quels sont les écarts qui existent encore et qui ont besoin de notre aide. Malheureusement, il nous reste moins d'un petit quart d'heure. Et tant que modératrice, j'aimerais demander, docteur Tamas et Marianne, vous travaillez au niveau de l'Europe. Est-ce que tout ceci est lié? Parce que nous savons que pendant le développement de la maladie, il y a une différence entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce qu'il existe des différences pour avoir accès aux services de troubles de la santé? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça existe entre l'Europe de l'Est et l'Ouest pour avoir accès aux services de santé mentale? Bien entendu, il y a une grande différence. Si je peux commencer à répondre. Je ne sais même pas pour où je dois commencer. Parce que il y a eu une différence énorme lorsqu'on a uni ces deux sujets, mais il existe une grande menace ou un risque, si vous voulez, parce que les modèles européens sont considérés comme une solution qui s'adapte à tout et pour tous. Mais le contexte de l'Est différents historiquement entre l'Europe et l'Ouest. Il y a une science sous-jacente en psychologie, médecine. Elle se rassemble presque, et elle s'applique presque pour tous. Donc, on parle des structures de soins. Et ces structures de soins sont construites différemment d'une région à l'autre. Et non seulement quand on compare entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest, mais aussi si on les compare avec l'Afrique, l'Asie et autres. Nous ne pouvons pas utiliser le même modèle parce que ça a bien marché dans le Royaume-Uni, parce que peut-être en Russie ou en Ukraine, ça ne va pas marcher. Donc, je pense qu'on doit faire notre devoir et puis noter ce qui se passe dans nos régions respectives et non pas seulement appliquer les solutions qui ont été réussies ailleurs. The question was in Russian, so I didn't understand anything. Yes, the questions. La question, vous l'avez posée en russe et je n'ai rien compris. Est-ce que vous voyez une différence entre le VIH et les troubles de santé mentale entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest? Oui, je pense qu'il existe et c'était évident parce que les défis ont été confrontés de façon différente entre les populations de l'Est et de l'Ouest de l'Europe et les structures sociales sont différentes, les systèmes de santé sont différents et donc dans les différents endroits, ils sont adoptés de façon différente. Donc,
these issues should be looked La from problématique devrait diverse group, from diverse populations. être considérée à partir de la vaste population où ils surgissent. Et puis, Как, по вашему мнению, должна быть организована координация? est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion de comment organiser la coordination? Qui va avoir le rôle de leader? Qui va coordonner la relation? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les centres VIH ou les services de santé mentale? Comment est-ce qu'on peut trouver l'intersectionnalité et attendre une intégration? Anastasia, merci de cette question. Je pense qu'à l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, nous constatons que le soutien psychologique et psychiatrique n'est pas possible. Ils ne sont pas intégrés dans les systèmes de santé comme Natacha l'a évoqué tout à l'heure. Les psychologues qui travaillent dans cette clinique au centre de VIH s'intéressent pas dans l'état d'esprit et d'âme des individus. Il y a des activités et des tâches imposées par l'institution, c'est-à-dire le suivi des traitements et d'autres sujets aussi. Mais elle ne se consacre pas à proposer un service de qualité. En ce qui concerne le statut social des personnes et l'état d'esprit et d'âme, selon ma perspective, j'ai vu que l'histoire nous a montré que dans le thème des VIH et l'accès au traitement, heureusement ou malheureusement, ces traitements sont basés grâce aux efforts de la communauté et à l'échelle qu'il s'applique. Et donc, si on parle de la santé mentale, la perspective de la communauté des bases vont beaucoup plus nous aider parce que la pratique de notre région nous dit que la société dans la communauté des personnes qui vivent avec ce trouble de santé mentale sont en train d'entamer un dialogue avec les médecins et les psychiatres. Espérons qu'on puisse entamer un dialogue avec les gouvernements et les différents ministères pour qu'ils puissent inclure le thème de la santé mentale parce que c'est très important pour toutes les communautés. Merci beaucoup. Ça nous inspire également. Si nous atteignons un rôle de coordination pour ceux qui sont véritablement intéressés à proposer ces services, et moi je parle des patients, des personnes vivant avec VIH. Moi, je voudrais poser une question à Natacha. Elle donne un soutien psychologique. Elle travaille directement avec les femmes vivant avec VIH. Pourquoi pas songer un peu? Si demain vous avez toutes les ressources disponibles, que feriez-vous? Si je vous dis, ben voilà, Natacha, voilà toutes les ressources, ils sont à ta disponibilité pour que tu puisses faire la prestation de services pour les personnes vivant avec VIH et notamment pour les femmes vivant avec VIH, qui seront vos experts? Comment est-ce que vous allez concevoir ces services pour soutenir la santé mentale des femmes vivant avec VIH? Bon, une question très difficile. Moi, je pense que nous devrons unir les deux communautés, c'est-à-dire que j'ai vu comment est-ce qu'on a développé les groupes d'entraide pour les personnes vivant avec des troubles
bipolaires en Russie. J'ai vu comment est-ce qu'on les donne les thérapies anti-stress et puis on va donner tous ces outils aux experts. On doit créer l'autonomisation des femmes également. La solution, des fois, s'avère simple. Souvent, la dépression, si elle n'est pas traitée comme un véritable trouble. Et voilà, ça, c'est un sujet qui crée beaucoup de stigmatisation. Alors, pourquoi est-ce que tu le vois que les personnes ne veulent pas savoir là-dessus? Mais c'est à ça que je fais face. Et quand je développe mes ateliers, je constate que beaucoup de femmes n'ont même pas effectué un test pour comprendre si elles souffrent de la dépression ou pas. Alors, elles vont pas aller chez le médecin. Alors, pour qu'ils puissent, pourquoi aller si on a les experts qui vont pouvoir identifier cette problématique avec une approche multidisciplinaire? Et puis, on peut évoquer également le thème de usage des substances psychotropes. Il y avait, nous devons voir les femmes comme un participant du processus qui a sa propre voix, qui a le pouvoir de prendre les décisions de sa propre vie. Dans l'actualité, moi, je suis pas très heureuse. Je sais que l'organisation d'Anastasia nous a aidés pour regrouper tous ces experts au niveau régional. Et peut-être on va se joindre à eux pour poser la question, quels sont les besoins qu'ils sont. Peut-être nous sommes en train de montrer quelque chose, mais ça ne reflète pas la vérité. Et puis, je sais que les psychiatres qui ont des contacts de ces groupes d'entraide, en ayant des contacts avec leurs patients, peut-être ça s'avère d'utilité. Merci pour ta réponse. Natacha, est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Si vous savez des chiffres ou des données en ce qui concerne la population trans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces sujets? Moi, je n'ai pas les statistiques, mais il y a une recherche très spécifique, très importante de l'Hongrie. Cette chercheuse, avec un groupe de sociologues, a fait une enquête pan-européenne. Si vous m'envoyez un courriel aux organisateurs, avec plaisir, moi, je vous ferai parvenir le document. S'il ne s'agit pas sur le VIH, mais ce sont des inquiétudes au niveau de la santé. Je pense que le problème, ça serait beaucoup plus grave au sud-est de l'Asie. Il s'agit quand même d'un problème. Il y a des données qui montrent qu'on ne fait pas assez de recherches dans ces domaines, notamment dans le nord-est de l'Europe. Donc voilà un thème à explorer davantage. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour nous avoir proposé ces ressources. Maintenant, je vais donner la parole à Anastasia. Dites-nous, quelles sont tes impressions? Est-ce que nous avons satisfait des expectatives et quels sont tes projets pour l'avenir? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette conférence. Il me semble que c'était merveilleux. Merci Rachel et merci à nos intervenants. Me semble-t-il que toutes les présentations ont été très utiles. Nous avons reçu tellement d'informations. Nous avons pu
relever les points les plus importants de ces sujets, la connexion entre le VIH et la santé mentale. Merci, Svetlana, pour ton aide. Et je pense que nous avons accompli notre tâche et nous espérons que toutes les organisations au niveau communautaire, nos bailleurs de fonds, les organisations, tous les professionnels de la santé, le message que je veux transmettre, c'est arrêter les divisions, arrêter de séparer tout le monde entre séparer l'esprit du corps. La santé mentale et le VIH ne sont pas des domaines séparés entre la santé et le VIH. Ils sont ensemble, ils se présentent ensemble dans un individu. Et pour avoir un meilleur soutien, il est très important qu'on voit les personnes dans une approche holistique, dans une liaison qui va nous expliquer aux bailleurs de fonds, aux professionnels, au gouvernement, de leur expliquer le besoin de ces services pour la santé mentale des personnes vivantes avec VIH. Et comment est-ce qu'on peut leur procurer les traitements? Que la santé mentale est une des composantes les plus importantes d'avoir une approche à succès. Très important pour les personnes vivant avec VIH pour qu'ils puissent vivre une vie de qualité et heureuse. Cet sujet a été abordé et je veux vous remercier énormément pour cela. Merci d'avoir organisé cette session. Merci Anastasia. C'est une clôture très importante. Espérons d'avoir plus d'informations, plus de ressources. Et si vous voulez partager le contenu de cette session, nous remercions beaucoup les organisateurs pour avoir rendu possible cette session. Dans l'avenir, aller plus loin de notre conversation. Merci beaucoup de la part de Tama. Merci Tama, mais très intéressant.